Capsule PRN, la balado à prendre au besoin. Alors, bonjour et bienvenue à cette présentation qui s'intitule « Devenez le bras droit de votre vaccinateur en pharmacie ». Je m'appelle Cindy Caron, je suis infirmière. Isabelle, pharmacienne propriétaire. On est contente d'être ici aujourd'hui. Oui, hein? oui, certainement. Là, c'est particulier un peu parce que notre équipe est dans la salle. On est peu nombreux, on est comme en famille, mais notre équipe est avec nous. Bienvenue tout le monde. Mélissa et moi, on travaille ensemble dans la vraie vie, mais on est aussi animatrice de notre podcast Capsule PRN pour les professionnels en pharmacie communautaire qui veulent rester branchés. On vous invite d'ailleurs à nous suivre. Alors, ce qu'on propose aujourd'hui, Mélissa, là, c'est une conférence, mais en format podcast. Oui. Donc, un échange dynamique sur le rôle prépondérant que vous jouez dans notre service de vaccination en pharmacie communautaire. Donc, pour les fins de la cause, on a amené avec nous notre producteur, Jonathan. Salut, Jonathan. Et on tient à remercier Pfizer de rendre possible cette activité aujourd'hui. Oui, Cindy, tu en as parlé du rôle prépondérant que vous exercez en fait en pharmacie pour la vaccination, que ce soit campagne de vaccination de masse ou l'immunisation au jour le jour. Et en fait, votre rôle nous permet de faire un service complet à nos patients, d'avoir du plaisir dans notre travail. Et c'est sûr que chez nous, les ATP, en tout cas, ont permis de mettre en place de manière efficace et optimale le service de vaccination. Oui, absolument. Et nous avons préparé une présentation pour vous donner le goût de vous impliquer, de vous intéresser à l'immunisation et de vous permettre de devenir de vrais radars, finalement, pour repérer les vaccins, les patients candidats à la vaccination. On vous a préparé aussi un petit jeu, un petit quiz. Ça s'appelle comment déjà, Mélissa? Race neurone. Oui, à quoi devez-vous penser? Donc, 6 situations pour vous faire réfléchir là, sur les interventions à poser conformément aux bonnes pratiques qu'on vous aura enseignées pendant cette présentation. Alors, au menu, promotion du service de vaccination, comment on s'y prend, cibler nos patients de 50 ans et plus, les vaccins du trio gagnant et support aux vaccinateurs, le rôle de l'ATP finalement, un peu votre to-do de l'accueil au départ de nos patients dans nos pharmacies. Et Mélissa, avant de débuter, on est contente d'être là, mais les ATP ont vraiment une place particulière pour toi. Oui, vraiment. Puis, dans le fond, moi, je vous demande quelque chose. Je vous supplie, s'il vous plaît. J'ai souvent entendu ça depuis mes 16 dernières années, surtout au début. Les ATP qui répondent aux patients, que ce soit au téléphone ou sur place, puis qui disent « Moi, je suis juste ATP ». Je vous en supplie, retirez ça de votre vocabulaire. Moi, je n'aime pas ça, quelqu'un qui dit « Je suis juste ATP ». Vous n'êtes pas juste des ATP, vous êtes des ATP, vous êtes là, je dis importante parce qu'il n'y a pas d'homme avec nous. Importante, vous êtes très importante. Moi, je l'ai dit, puis là, c'est ça, notre équipe est là, puis j'ai des témoins. Tantôt, j'ai dit la même chose, même si vous allez penser le contraire, mais pour moi, mon équipe, ce sont des perles, je les aime d'amour. Elles sont importantes pour moi. C'est sûr qu'ils font une énorme différence pour nous. Je pourrais aussi avoir le même commentaire de nos pharmaciens qui travaillent à la pharmacie. Sans ATP, on n'est pas capable de faire le même travail. Donc, vous êtes extrêmement importante pour nous. Et ça, il faut que vous le reteniez, c'est extrêmement important. Oui, sinon tu te fâches, puis là, c'est pas drôle. C'est ça. On le sait. Alors, comment promouvoir le service de vaccination? C'est un service relativement nouveau en pharmacie, mais on est en plein essor. Évidemment que la COVID nous a positionnés comme des centres de vaccination. Mais peu de gens connaissent les autres maladies évitables par la vaccination et nos patients ne savent pas finalement qu'ils peuvent recourir à la vaccination sans ordonnance dans nos pharmacies. Alors, c'est la première chose à mettre de l'avant. Oui, puis écoute, c'est quand même important en pharmacie. Tu parles de centre de vaccination depuis novembre 2020. Fait que novembre 2020, ça, c'est la première campagne de vaccination antigrippale depuis le début de la pandémie, donc il y a 15 mois. Depuis 15 mois, on a administré près de 3 millions de doses de vaccins en pharmacie, ce qui est immense. Évidemment, votre rôle en soutien dans cette campagne, il est primordial pour qu'on puisse arriver à faire tout ce travail colossal-là. Oui, puis lorsqu'on parle de promotion, mais ça veut dire qu'il faut en parler, puis pour qu'un message passe, évidemment, il faut y croire. D'abord, la vaccination a sauvé plus de vies au Canada dans les 50 dernières années que toute autre intervention en santé.
C'est pas rien. Ça fait 10 fois que j'ai dit, mais surprise à chaque fois. OK? Mais c'est pas rien. Puis c'est beau de pouvoir travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire en prévention. On est habitué de traiter, mais prévenir, là, c'est vraiment un cadeau qu'on peut offrir à la population, puisqu'on leur permet finalement de préserver une qualité de vie en évitant de tomber malade. En tout cas, moi, c'est un rôle que j'assume avec beaucoup de fierté. Oui, c'est super intéressant, super gratifiant aussi. Oui. Puis notre service a avantage à être connu. Hein. Tous nos patients doivent se faire parler de leur statut vaccinal. Pour que le service fonctionne, tout le monde doit prendre sa place. On doit travailler en collaboration. Ça, c'est moi quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Nos rôles sont complémentaires. D'abord, on va définir le rôle de chacun aussi au laboratoire, hein, parce que si on veut être efficace en immunisation, il faut savoir quoi faire, puis il faut savoir quelles sont nos responsabilités, ce qui nous appartient finalement. Oui. Alors, on va vous expliquer en fait le rôle du vaccinateur, qu'on soit infirmière ou pharmacienne, pour que vous puissiez comprendre ce qu'immuniser implique et comment vous pouvez nous soutenir. Ensuite, on verra les bonnes pratiques pour promouvoir efficacement notre service. Alors, le rôle de l'infirmière, c'est sa responsabilité, en fait, de s'enquérir du statut vaccinal de chacun de ses patients pour tout rendez-vous. Que ce soit un lavage d'oreilles, un traitement de verrue, dans la mesure où on a du temps, on doit le faire. Donc, il faut savoir aussi que l'infirmière, elle est autonome en matière d'immunisation à toutes les étapes. Que l'on parle de la collecte de données, la recherche de consentement, émettre la recommandation, en fait, qui implique l'âge du patient, les vaccins reçus antérieurement dans sa vie et son état de santé. Ensuite, on va faire notre renseignement sur les maladies évitables, les vaccins qui existent pour s'en protéger, leur efficacité, les effets secondaires, évidemment. Et finalement, elle va administrer les vaccins, assurer la surveillance et appliquer les mesures d'urgence si jamais c'était nécessaire. On ne le souhaite pas, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Donc, l'infirmière peut administrer un vaccin sans ordonnance. Et ça, c'est dans le cadre d'une activité qui découle de la loi sur la santé publique en vertu du PIC. Alors, le PIC, c'est quoi? C'est le protocole d'immunisation du Québec, à ne pas confondre avec le PQI, qui est le Programme québécois d'immunisation. On a entendu parler des deux beaucoup dernièrement. Oui, alors, si on veut prendre le temps de l'expliquer, bien, le PIC, c'est notre Bible, c'est notre norme de pratique. Nos ordres nous demandent de s'y conformer. Cet outil-là a préséance sur tout autre document en matière d'immunisation. C'est un peu comme une ordonnance collective, oui, en fait, qu'on va utiliser. Absolument. En immunisation. Et dans le PIC, on va découvrir que certains vaccins sont autorisés, recommandés ou gratuits. Et ces vaccins gratuits-là, eux, font partie du Programme québécois d'immunisation, donc le PQI, en fait, qui comprend tous les vaccins gratuits, là, que ce soit pour les nourrissons, à l'école, pour les adultes, pour certaines personnes aussi qui ont des conditions de santé qui l'obligent. Là. Donc, on vise à améliorer la santé de la population québécoise, mais la participation, elle est volontaire. Il n'y a pas de vaccination obligatoire, là, contrairement à ce qu'on peut entendre avec la vaccination contre la COVID. Alors, cela étant dit, l'infirmière peut administrer des vaccins sans ordonnance, mais elle ne prescrit pas nécessairement le vaccin. Alors, c'est ce qui explique pourquoi dans vos pharmacies, peut-être qu'il y a une entente entre l'infirmière et les pharmaciens pour la prescription des vaccins. Puis ça, bien, dans le fond, ça fait juste faciliter la soumission pour les assurances, parce que ça prend une ordonnance, évidemment, pour le faire. Donc, c'est avantageux pour le patient il n'est pas obligé de payer tout le vaccin sur place. On le fait automatiquement de cette façon-là. Alors, c'est une façon de faire qui est légitime et accommodante pour tout le monde. Mais le pharmacien doit être prescripteur, il faut qu'il ait fait des formations. Oui, exactement, c'est ça, oui, le rôle du pharmacien au niveau de l'immunisation. Depuis le début de la pandémie, en fait, exactement 17 mars 2020, la pandémie a commencé le 13 mars, je pense. 17 mars 2020, il y a eu l'entrée en vigueur de la loi 31, en fait, du projet de loi 31, qui a permis aux pharmaciens de prescrire et d'administrer des vaccins ou autres produits immunisants. Tous les pharmaciens ne sont pas vaccinateurs. Donc, il y a des pharmaciens qui sont allés en pharmacie parce que ça leur tentait pas de toucher aux patients. Ils ont le droit, c'est correct. Donc, ces personnes-là ne seront pas intéressées à vacciner. Et les pharmaciens, par exemple, qui veulent faire des recommandations, qui veulent prescrire les vaccins, doivent avoir fait la formation du PIC de 10 heures, qui est une formation en ligne, et la formation au registre de vaccination du Québec, que certaines d'entre vous avaient peut-être fait aussi, parce que vous pouvez aller inscrire des vaccins au registre de vaccination du Québec. Donc, mais le pharmacien qui veut, lui, par contre, administrer, doit faire en plus la formation sur les techniques d'injection et sa formation RCR à jour, parce que, comme Cindy l'a dit, des fois, ça arrive que il y a des imprévus, des gens qui tombent par terre,
qui perdent connaissance. Alors, il faut savoir comment gérer ces situations-là. Et vacciner, c'est pas toujours évident dans la chaîne de travail pour le pharmacien. Donc, c'est un exercice qui peut être exigeant. C'est sûr que quand on travaille avec une infirmière, si nous, on veut vraiment tout mettre en œuvre pour ce qui est des activités de la loi 31, mais c'est de travailler en collaboration avec l'infirmière et de lui envoyer tous nos patients qui ont besoin d'immunisation. Ça n'empêche pas qu'on en fasse aussi, mais on peut travailler de cette façon-là. Et on a besoin de vous pour être supporté là, dans ce nouveau rôle-là comme pharmacien. Petite parenthèse, on avait tout à l'heure Manon Lambert, qui est la directrice générale de l'OPQ, qui est venue nous parler après la première présentation qu'on a faite tantôt. Et au mois d'août de cette année, donc les ATP et les nouveaux techniciens en pharmacie pourront administrer également des vaccins. Ils ne pourront pas évaluer, mais au moins pourront administrer quand il va y avoir un autre professionnel qui va évaluer la personne finalement. Et donc, on va pouvoir encore plus travailler en collaboration. Votre rôle va être encore plus grand. Okay, voilà. Oui, et les bonnes pratiques, comment maintenant on fait la promotion du service? Mais en tant que promoteur, il faut assumer notre message. Donc, les vaccins fonctionnent, les vaccins sauvent des vies. On doit le reconnaître et y croire si on veut livrer un message qui soit juste et authentique, puis être bien reçu par nos patients. Mm-hmm. Il y a plusieurs réalités sur les vaccins. Donc, parmi toutes les règles de protection contre une maladie, la vaccination, c'est l'arme la plus efficace. Les vaccins sont sécuritaires. Ils vont protéger contre des maladies évitables par la vaccination, même contre plusieurs cancers aussi. La vaccination va diminuer le risque de complications des maladies qui sont évitables par la vaccination. Ils vont renforcer le système immunitaire en lui permettant de se préparer. Donc, c'est nos propres anticorps, en fait, qui sont produits suite à la vaccination qui vont nous protéger naturellement contre une maladie évitable par la vaccination. Ça, c'est pas tout le monde qui le comprend facilement, mais toi, tu as une belle façon de l'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui sont visuels, fait que moi, j'aime ça, utiliser des images. En fait, notre système immunitaire, c'est notre système de défense, c'est clairement ça. Puis, le vaccin va nous donner, en fait, la recette pour produire les armes pour se défendre. Donc, ça veut dire que le système est capable d'avoir les armes. Si, mettons, plus tard, on est confronté à une maladie, le système immunitaire est déjà capable d'aller dans son artillerie, sortir les armes qu'il a déjà faites pour se défendre contre cette maladie-là. C'est un peu comme ça que la vaccination fonctionne, dans le fond. Fait que ça n'empêchera peut-être pas la personne de tomber malade, mais c'est possible qu'elle ait une maladie atténuée. Oui, exactement. On peut dire. C'est ça. Alors, oui, la vaccination stimule les mécanismes naturels de défense du corps, mais il faut savoir qu'on ne peut pas surcharger un système immunitaire. Ça fait peur à bien de nos patients. Là, on leur a donné les vaccins contre la COVID, contre le pneumocoque, contre le zona, des fois le tétanos, puis peut-être bien d'autres, là. Et là, tu m'arrives avec un autre vaccin, ça me fait un petit peu peur. Mais c'est pas dangereux de le faire, cette pratique-là. Elle est sécuritaire, même encouragée, puisque le système immunitaire est habitué de nous défendre depuis qu'on est bébé. Il est confronté à des millions de micro-organismes, puis on n'est pas malade à chaque fois. La plupart du temps, il fait bien son travail. Donc, c'est important de proposer tous les vaccins. Puis c'est ce qui explique pourquoi un patient vient pour un rendez-vous, une dose, puis ressort avec 2 ou 3 ou 4 injections des fois. Oui, c'est vraiment une réalité, parce que quand la recommandation elle est fraîche, que le patient consent à la vaccination, il y a un momentum qu'il ne faut pas manquer pour pas qu'il change d'idée. Puis c'est important d'avoir dans notre frigo un inventaire qui va pouvoir permettre de répondre aux besoins courants de 4 à 6 semaines. C'est ce qu'on suggère habituellement. Fait qu'il y a vraiment un momentum. Moi, je me souviens des campagnes antigrippales, la dernière qu'on a passée, il y a un patient qui m'est arrivé, j'ai fait des recommandations. Écoute, je lui ai donné 4 vaccins. Il a tout pris. Il a tout pris mes recommandations, c'était là, il les voulait, go. Étais-tu à l'aise de donner 4 injections? On le sait. Oui, c'est ça. Moi, oui. La seule chose, c'est que j'avais 10 minutes pour y en donner 4, dont le chien Grix qui est à reconstituer. Fait que c'était un petit peu intense, là, mais je l'ai rappelé le lendemain pour savoir comment il allait, parce que j'avais peur qu'il y ait beaucoup d'effets secondaires, mais non, il était top shape. Les effets secondaires ne seront pas plus intenses, mais on a plus de risques d'en faire quand même si on a plus de vaccins. Mais bref, c'est une bonne pratique de le faire. Promotion de la vaccination, idéalement, on applique plusieurs stratégies parce que notre objectif, c'est d'être visible. Puis pour être entendu en marketing, en publicité, on va le dire, il faut marteler un message. Donc, faire la promotion du service, la première chose à pousser, là, c'est le fait que c'est possible d'être vacciné sur place sans ordonnance. Donc, il faut penser à notre affichage. Où est-ce qu'on peut afficher? Bien, quand on rentre dans la pharmacie,
à l'accueil, au comptoir conseil du pharmacien, dans la salle d'attente aussi, au bureau de l'infirmière évidemment. Et on pourrait penser offrir des dépliants, faire des posts sur nos réseaux sociaux. On y pense un petit peu moins, mais c'est un autre moyen pour faire du bruit puis être entendu. Offrir la mise à jour du statut vaccinal à tous nos patients, quand on peut le faire, évidemment. Puis ça peut venir des assistants techniques en pharmacie, là. Tu sais, on vous propose la mise à jour. Est-ce que vous voulez un rendez-vous avec notre infirmière? Alors, à ce moment-là, vous contribuez à remplir mon agenda, puis moi, je peux faire de la sensibilisation. D'ailleurs, vous allez voir à l'écran, j'ai développé un flyer, en fait, que vous pouvez distribuer. C'est simple, vaccination sans prescription. On explique aux gens que la mise à jour du statut vaccinal, c'est une démarche positive pour maintenir une qualité de vie puis rester en santé. Je parle des 3 vaccins du trio gagnant qu'on va voir un petit peu plus tard. Et on invite les patients à prendre rendez-vous, donc les coordonnées de l'infirmière et de la pharmacie est en bas du dépliant. Moi, je vous propose de le remettre systématiquement. On parle des 50 ans et plus, là. Idéalement, ils sont dans notre mire, mais vous pourriez remettre ce flyer-là avec des pamphlets qui viennent là, avec les vaccins. Par exemple, je pense au Shingrix ou au Prévenard 13, puis mettre des petits autocollants avec les coordonnées de la pharmacie pour que les patients puissent rapidement nous appeler et nous rejoindre facilement. Oui. Puis donc, faire de l'immunisation une priorité tous ensemble, c'est ce qui va faire la différence, hein, s'asseoir avec toute l'équipe du laboratoire, lors des réunions d'équipe, élaborer des stratégies qui vont convenir à tout le monde. Hein. Nous, on l'a fait, Cindy a posé des questions, tout ça, puis je me souviens, quand on l'a fait, le lendemain matin, les filles ont toutes préparé ces choses. Cindy... Ben, je capotais. Je vais vous le dire, vous m'avez impressionnée. Parce que c'est tellement la collaboration, justement, le travail, se soutenir les unes les autres, ça fait une réelle différence. Donc, vous pouvez faire, dans toutes les étapes du processus au niveau de l'immunisation, faire une immense différence pour nous. Et donc, excusez-moi, former les ATP en immunisation. Qu'est-ce qu'on, justement, pour que vous puissiez arriver à nous soutenir? Donc, ça prend des formations, hein. Cindy a fait une formation. Je t'en laisse en parler, Cindy? Oui, en fait, si vous ne l'avez pas suivi, c'est sur la plateforme de Campus Logistique. Ça a été offert par Alliance Pharma. En fait, c'est une formation pour les assistants techniques en pharmacie pour nous supporter comme vaccinateurs. Donc, la première a eu lieu en mars. On a parlé de chaîne de froid, on a parlé de remplissage de seringues. En avril, on a parlé du trio gagnant, de la promotion de la vaccination aussi. Puis, à l'automne, en septembre, en fait, je vais parler de vaccination antigrippale, comment organiser la campagne pour être efficace. Puis, on va parler de santé voyage. Donc, si vous ne l'avez pas suivi, les 2 conférences que j'ai données sont disponibles gratuitement sur la plateforme de Campus. Campus Logistique, c'est bon. Puis, il faut aussi vous amener à repérer les déclencheurs en pharmacie pour parler d'immunisation. Donc, là, on en parle, 50 ans et plus, il y a l'âge, les conditions de santé des patients. Donc, les patients immunosupprimés peuvent être plus à risque d'avoir des maladies évitables par la vaccination. Donc, ils sont des candidats potentiels. Des nouvelles ordonnances aussi qui nous arrivent, des clients avec des nouveaux diagnostics. Alors, on peut penser aux vaccins dans ces cas-là. On peut se donner des objectifs d'équipe aussi. Un exemple, pour chaque patient de 50 ans et plus, on offre un dépliant sur les infections à pneumocoque, par exemple, pendant 2 semaines. On peut organiser des activités de sensibilisation aussi à la pharmacie ou dans la communauté. Cindy, tu avais une idée aussi par rapport... Oui, pour la campagne de vaccination antigrippale, pour lancer le début officiel, moi je commence ça de bonne heure, fin août, début septembre, je commence mes listes pour appeler et prioriser nos patients là, qui sont réguliers à la pharmacie. Donc, on pourrait mettre une table devant le laboratoire, puis faire vraiment de la sensibilisation, prendre les noms pour les intéresser à se faire vacciner et remettre justement des pamphlets, puis parler de la mise à jour du statut vaccinal. Fait que c'est très simple, mais ça amène quand même la visibilité, puis nos patients, ils se sentent un peu VIP. Hein, je pense que ça leur fait toujours plaisir. On s'en occupe, ça leur fait un petit velours. Et proposer des outils aussi, des sources fiables, et ça, on va en voir un petit peu plus loin, mais des outils pour supporter vos interventions. Donc, tu en as parlé, hein, des dépliants, par exemple, d'obtenir du matériel de nos représentants. Puis, les compagnies aussi de vaccins, ils sont super ouverts à ce qu'on fasse des lunch and learn qu'on appelle. Donc, sur l'heure du dîner, vous offrir une boîte à lunch, on fait une formation en même temps. Fait que ça, c'est une autre façon de vous aider pour la formation en immunisation. Oui, donc pour que notre promotion fonctionne, on veut que tout le monde participe. Mais ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on doit nommer quelqu'un, désigner une personne responsable pour la supervision du service de vaccination. Quelqu'un, par exemple, qui pourrait
repérer les formations qui sont possibles sur le sujet. Caler la shop pour les réunions d'équipe, pour dire, hey, là, on se fait-tu un plan de match intéressant? Changer les affiches de place dans la pharmacie. À un moment donné, quand c'est toujours les mêmes choses au même endroit, on les voit plus. Donc, ça serait une bonne idée. Finalement, nommer quelqu'un d'imputable pour faire le suivi des objectifs. Je ne sais pas si vous connaissez Yvon. Toi, connais-tu Yvon? Non. Ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont s'en occuper. Ben, Yvon, pas toujours fier. Yvon, je vais vous dire, fait que si vous voulez que ça marche, désignez quelqu'un, parce que c'est pas Yvon qui va s'en occuper. Donc, si vous voulez faire de l'immunisation votre mission, c'est important d'avoir dans votre mire d'appliquer plusieurs stratégies en équipe. Vous obtiendrez des résultats. Savoir cibler nos patients maintenant, les vaccins du trio gagnant. Donc, il n'y a pas que la COVID, on l'a dit tantôt, il y a d'autres maladies évitables par la vaccination qu'on doit considérer. L'immunisation, elle est importante à toutes les étapes de la vie. On l'a vu avec la vaccination COVID, des gens venir se faire vacciner, puis dossier vierge au registre de vaccination du Québec, des gens qui avaient reçu aucun vaccin. Oui, l'âge est un facteur de risque. Pourquoi? Bien, puisque l'immunité, elle est en déclin. Okay? Le système immunitaire s'affaiblit et le risque de tomber malade augmente finalement. On le voit, Mel. Les gens qui viennent voir disent, parle-moi pas de ça, les vaccins, moi je suis jamais malade. Moi, j'attrape rien. On leur pose la question, comment vont vos yeux? Parce que la vue à 70 ans est probablement pas la même que quand on avait 10, 12, 15 ans. On voit, on a des assistants techniques qui ont des lunettes dans vingtaine. Fait qu'ils voyaient mieux quand ils étaient plus jeunes, puis après, ça change. Donc, le système immunitaire, lui, c'est la même chose. Il est moins compétent à nous défendre lorsque l'on vieillit. Donc, se faire vacciner vient nous aider. Mais ça porte même un nom, oui. Ça, c'est l'immunosénescence. Absolument. C'est pas un concept qui est dans les airs. Absolument. Certaines maladies sont plus courantes aussi avec l'âge. On le voit. Donc, par la vaccination, on confère une nouvelle immunité. Et il faut savoir que la protection reçue par certains vaccins plus tôt dans notre vie peut diminuer. Donc, ce qui explique les rappels en vaccination. Puis certains adultes ont pu rater certains vaccins, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a des vaccins supplémentaires qui sont nécessaires à mesure qu'on vieillit. Pourquoi on se fait vacciner? C'est pour se protéger, éviter les risques et les complications liées aux maladies, pour protéger les personnes de l'entourage, parce que, on va le voir tantôt, il y a certaines bactéries qui se retrouvent dans notre nasopharynx. Et si on se fait vacciner contre certaines maladies, ça peut diminuer la présence de cette bactérie-là et donc diminuer la transmission aux autres. Donc, c'est une façon de protéger les personnes de l'entourage, pour empêcher aussi la réapparition des maladies infectieuses évitables par la vaccination. Nos calendriers provinciaux vaccinaux, là, ils ont fait en sorte que beaucoup de maladies qu'on ne voit pratiquement plus. Oui. Mais on l'a vu, il y a eu des éclosions de rougeole en 2015, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a eu un relâchement au niveau de la vaccination des jeunes. Oui. Donc, les maladies ne disparaissent pas nécessairement. Il y a une forme d'immunité collective qui s'installe, mais les gens portent quand même un risque si la population ne se fait pas vacciner. Alors, quelles sont les maladies évitables par la vaccination après 50 ans? On parle des infections à pneumocoque, du zona et du tétanos. Mélissa, si on débutait par les infections à pneumocoque, c'est quoi au juste? Écoute, le pneumocoque, c'est une bactérie qui s'appelle Streptococcus pneumoniae. C'est une bactérie qui va causer différents types d'infections. En majeure partie, là, on parle de 75 des infections à pneumocoque, ça prend la forme d'une pneumonie. Vous connaissez bien les pneumonies. Sinon, ça peut faire une bactériémie qu'on appelle l'infection dans le sang ou une méningite, infection au niveau des méninges. Certaines pneumonies peuvent dégénérer en bactériémie méningite aussi. Mais ce qu'on voit le plus, ce sont les pneumonies. Un fait assez important à retenir, près de 2000 décès par année sont causés par la grippe et les pneumonies. Fait que c'est quand même un fardeau au Québec assez important. Les clientèles à risque de souffrir de ces infections-là, on parle des jeunes de 0,5 ans. Dans les calendriers provinciaux de vaccination, les jeunes bébés reçoivent le vaccin contre les infections en pneumocoque. Et sinon, c'est passé 50 ans que là, on devient plus à risque d'avoir ces maladies-là. Et si on ajoute des conditions de santé, donc diabétique, on augmente de 3 fois le risque. Des fumeurs, parce qu'on parle de pneumonie, poumons, fumeurs 4 fois plus, asthme 5 fois plus de risque, et les MPOC sont 7 fois plus à risque d'avoir une infection à pneumocoque. Fait que c'est quand même important. Oui.
Mais là, une pneumonie bactérienne, Mélissa, ça se traite bien quand même par des antibiotiques? Ça peut se traiter, oui, mais de un, on essaie le plus possible de diminuer la résistance aux antibiotiques en donnant le moins possible. Donc, si on est capable de prévenir au lieu d'essayer de guérir, c'est mieux. Puis, il ne faut pas oublier que les infections à pneumocoque peuvent causer des complications cardiaques chez une personne sur 5, arythmie, insuffisance cardiaque. Et il y a des gens aussi qui vont, par exemple, avoir la grippe, la COVID, tout ça, vont avoir une complication en pneumonie, et là, la pneumonie peut se compliquer. Fait que là, finalement, ça déboule. Puis on a vu, il y a certaines études qui ont montré que les gens qui étaient vaccinés contre le pneumocoque avaient moins de risques d'être hospitalisés ou d'avoir des complications suite à la COVID. Quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on peut donner comme vaccin pour prévenir les infections à pneumocoque? Bien, on en a 2. Prevnar 13 et Pneumovax 23. Le 13 et le 23, en fait, c'est qu'il y a différents types de pneumocoques. Donc, vous aurez compris que dans le Prevnar 13, ça protège contre 13 sérotypes de pneumocoques, et le Pneumovax 23. Les grosses différences, par contre, les avantages du Prevnar, c'est que on donne une dose et il va chercher le système immunitaire mémoire qu'on appelle. Donc, je vous parlais tantôt là, des armes qu'on fabriquait. L'avantage du Prevnar, c'est qu'on se le fait donner tout de suite. Il va créer, notre système immunitaire va produire des armes, mais il va aussi enregistrer la recette pour faire les armes. Et donc, dans plusieurs années, si on est exposé à la bactérie, notre système immunitaire va être capable de refaire des armes à ce moment-là, s'il n'y en a plus dans la réserve, pour se défendre. Donc, une dose, ça nous protège à long terme. Et lui, il va justement diminuer la colonisation nasopharyngée dont je vous parlais tantôt. Donc, il va diminuer la présence de la bactérie, ce qui va faire en sorte que ça va diminuer la transmission. On vaccine les bébés beaucoup pour prévenir les infections pneumocoques chez nos personnes âgées. Fait que ça diminue la transmission. Il y a vraiment des études qui ont été faites et qui l'ont prouvé. Le Pneumovax 23, de son côté, c'est une vieille technologie de vaccin, puis lui va nous faire produire des armes sur le moment. Notre artillerie là, va durer 5 ans. Au bout de 5 ans, on n'a plus rien. Puis ça n'en fait pas d'autre parce qu'on n'a pas, le système immunitaire ne garde pas la recette. Donc, c'est avantageux d'avoir les deux parce qu'on a quand même 10 sérotypes de pneumocoque dans le Pneumovax qu'on n'a pas dans le Prevnar. Mais l'idéal, donc la recette idéale pour être bien protégé, c'est d'avoir un Prevnar 13 en premier, 8 semaines minimum à 1 an après, le Pneumovax. Fait que ça, c'est notre calendrier idéal pour prévenir les infections à pneumocoque. Il faut savoir aussi que le Pneumovax est PQI. Oui. Pour les 65 ans et plus, des personnes qui ont certaines conditions de santé aussi. Le Prevnar 13, lui, il est autorisé pour toute personne de 5 ans et plus qui veut le recevoir. Ouais. Mais considérant le fait que les infections à pneumocoque augmentent à partir de 50 ans, on va le recommander systématiquement à tous nos patients. Oui. Puis, tu sais, il n'est pas payé par le Programme québécois d'immunisation. Donc, les gens doivent le débourser. Oui. Certaines assurances le couvrent. Mais ce que j'ai pas mentionné, ce qui est important, nos patients, souvent, on va leur dire, le Prevnar 13 va prévenir la pneumonie et ses complications, tandis que le Pneumovax 23 va seulement prévenir les complications. Donc, ça n'empêche pas les gens de faire des pneumonies, le Pneumovax 23. Et c'est souvent comme ça, en leur expliquant comme ça, qu'ils vont dire, je le veux quand même s'il faut que je le débourse. Oui. Les gens sont prêts à payer pour se protéger. Il y en a beaucoup qui vont me dire, moi j'ai les poumons fragiles, moi j'en ai tout le temps des pneumonies. Ben, eux autres, c'est sûr qu'ils vont, eux autres, ils sautent sur le Prevnar, ça leur dérange pas. Le Prevnar 13 peut aussi être PQI chez les personnes immunosupprimées et les aspléniques. Oui. Alors, parlons du zona maintenant. C'est quoi le zona? Est-ce que c'est dangereux? Le zona, oui. C'est le virus de la varicelle qui va se cacher dans nos nerfs et qui, pour une raison X qu'on ignore, va se réactiver et va sortir en zona. Donc, il y a 9 personnes sur 10 qui sont porteurs du virus de la varicelle. Si vous avez eu la varicelle quand vous étiez petit, vous l'avez. Donc, il y a 9 personnes sur 10, c'est pas négligeable. Hein? Et on sait qu'une personne sur 3 dans sa vie va développer un zona. Et quand on passe l'âge de 85 ans, c'est une personne sur 2 qui va en faire un, ce qui est important. Il y a aussi une composante héréditaire qui peut être présente. Donc, quand les gens viennent, puis là, ils nous disent, ben mon père en a fait un, ma soeur en a fait un, c'est un petit peu tannant. Fait que c'est des gens qui peuvent être candidats à la vaccination, assurément, mais en fait, c'est un argument de plus.
Qu'est-ce que ça fait, le zona? C'est quoi les symptômes? Bien souvent, on peut ressentir, avant qu'il y ait une éruption, on peut ressentir des petits chocs électriques. Ça peut brûler, ça peut piquer. Donc, après ça, on a une éruption. Et là, on peut se douter que c'est un zona. Ça touche qui? Mais ça touche tout le monde. Quand quelqu'un qui a eu la varicelle est à risque de faire un zona. Moi, j'ai une cousine qui a fait un zona à l'âge de 4 ans. C'est rare. On n'en voit pas beaucoup. C'est plus fréquent chez les personnes plus âgées. Mais c'est possible quand même. Et c'est sûr que le risque est augmenté au-delà de 50 ans. Et quand on ajoute, mettons, une immunosuppression, là, on est plus à risque encore. Puis il y a certaines personnes là, de 18 à 49 ans qui ont certaines conditions chroniques de santé qui peuvent être également plus à risque. Donc, c'est des gens chez qui on va suggérer le vaccin. Est-ce que ça se transmet, Cindy? Hein? Ça c'est quelque chose que les gens ont peur de ça. Pensent, oui. Donc, par exemple, si Cindy a un zona, moi, j'ai jamais eu la varicelle. Si je touche aux lésions du zona, je peux attraper le virus de la varicelle et faire une picote à l'âge adulte. Mais je pourrais pas faire un zona, dans le fond. Je n'attraperai pas un zona en touchant des vésicules de zona. Mais si j'ai déjà eu la varicelle, je l'ai en moi, le virus. Donc, si je touche à une vésicule là, d'un zona, je n'attrape pas le zona. Fait que ça, c'est important à savoir parce que les gens pensent que ça se transmet comme ça. C'est ça se transmet pas, on l'a dit, ça se réactive. Des fois, en raison d'une fatigue, d'un stress, si on combat une autre maladie, là, ça peut se réactiver. Puis, il y a des complications au niveau du zona aussi. Hein. On parle beaucoup de douleurs. Le prégabalin qu'on a dans nos pharmacies, on le voit souvent pour ça, pour les douleurs, des douleurs post-herpétiques qu'on appelle, qui peuvent être présentes. Des fois, il y a des gens qui vont faire, qui vont avoir des douleurs là, de plus de 3 sur 10 sur l'échelle de la douleur pendant plus de 90 jours. Bien là, ils ont des douleurs chroniques suite au zona. Il y a des études qui ont prouvé aussi dernièrement, c'est assez récent, qu'il y avait des complications cardiaques possibles avec le zona. Et évidemment, si on fait un zona ophtalmique, donc au niveau du nerf optique, ça, c'est très dangereux. On peut même perdre la vue. Donc, c'est pas rien, le zona. Hein? Les vaccins qui existent pour s'en protéger? Oui, bien, écoute, il y a 2 vaccins. Il y a un vieux vaccin qui s'appelle le Zostavax. Il y avait le Zostavax, maintenant le Zostavax 2. Le Zostavax 2 va être discontinué d'ici la fin de l'année. C'est un vaccin qui n'était pas très, très efficace. Là. On parlait là, de 50-60%, puis même après un an, 35% d'efficacité. Pas très efficace. C'est assez cher, hein? Oui, cher, une dose, mais pas très efficace. Maintenant, on a notre fameux Shingrix que vous connaissez bien, en fait, on le donne en 2 doses. Oui. Première dose, jour 0. La deuxième dose, entre 2 et 6 mois plus tard. Et lui, l'efficacité, on parle de 97%. Même après 3 ans. Donc, super efficace comme vaccin. Et évidemment, il est un petit peu plus dispendieux, mais les gens ont tellement peur du zona qu'ils sont prêts à le débourser. C'est une bonne chose aussi de penser, hein, quand on reçoit des prescriptions pour un antiviral, pour le zona, ou que les gens, même avec la loi 31, maintenant, on peut, comme pharmacien, évaluer. L'infirmière peut nous aider à évaluer aussi si la personne... On soupçonne que la personne présente un zona. On peut lui prescrire un antiviral et la personne doit consulter pour confirmer le diagnostic. Mais on peut se prendre tout de suite une note pour lui donner à cette personne-là le vaccin dans 1 an. Parce que on doit revacciner absolument. Parce que les gens qui ont déjà fait un zona dans le passé sont pas protégés de faire un zona plus tard. Donc, on doit revacciner, mais il faut qu'il y ait au moins 1 an entre l'épisode de zona puis la vaccination. Fait que ça, c'est important à savoir. On peut se mettre une note dans le système. Le Shingrix est homologué au Canada depuis 2017. Donc, tous nos patients qui disent « j'ai déjà reçu ce vaccin-là », peut-être qu'ils ont reçu le Zostavax. Oui. Et la personne qui a reçu le Zostavax, est-ce que je peux la vacciner avec le Shingrix? Oui, on peut, et même, on doit lui recommander d'avoir le Shingrix parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, l'efficacité, elle est pas terrible. Il ne reste plus grand-chose après le Zostavax. Mais ce qui est important, encore là, c'est que si la personne a reçu un Zostavax, il faut attendre 1 an avant de lui donner le Shingrix. Parfait. Bien, moi, j'ai le goût de te parler du tétanos. Il fait chaud aujourd'hui, l'été est là. Là, les gens vont venir nous consulter avec plein de petits bobos. Je me suis blessée dans mon jardin. Je me suis coupée avec quelque chose. Bref, les blessures d'apparence mineure peuvent demander une attention particulière. Savais-tu que le tétanos touche au Québec 1 à 2 personnes par année? Non. Hein? Le plus souvent des personnes de 50 ans et plus. Donc, c'est quoi le tétanos? C'est une maladie aiguë.
souvent mortel, qui est causé par une toxine libérée par une bactérie qui est présente dans notre environnement. Alors, comment on peut l'attraper quand on se coupe? Quand on se blesse, quand on se brûle, quand on se fait mordre aussi, même par nos animaux de compagnie. Le fameux clou rouillé, c'est ça. Le fameux clou rouillé dans le pied, on va essayer de prévenir le tétanos, évidemment, mais c'est bien plus que ça. Une brûlure sur la cuisinière, c'est dans la mesure où la peau, elle est déchirée, elle est abîmée, bien, c'est possible que la bactérie ait pénétré la peau, donc il faut penser au tétanos. C'est quoi? Mais c'est une maladie neurologique qui provoque de grandes contractions, des spasmes. Ça peut même conférer une espèce de grimace reptilienne où les gens vont devenir le dos arqué. Et ce sont ces contractions-là qui vont venir faire une pression sur la cage thoracique. Ça peut amener des problèmes respiratoires et cardiaques et amener le décès jusqu'à 80% des personnes qui vont faire le tétanos. Et les personnes qui décèdent du tétanos, ce sont tous des personnes qui n'ont pas été vaccinées. C'est un vaccin qui est gratuit, qui est efficace à 100% selon notre protocole. Donc, pourquoi s'en priver? Alors, tout le monde peut se faire vacciner gratuitement contre le tétanos dans le cadre du PQI. Une dose de rappel est offerte pour les 50 ans et plus. Lorsqu'on se blesse, idéalement, on consulte dans les 72 heures suivant la blessure. Mais quelqu'un là qui dit, ben là, moi, je me suis fait mordre, ça fait 8 jours ou 2 semaines. Est-ce qu'on va donner le vaccin pareil, Mélissa? Oui. Parce que l'incubation de la maladie peut être longue et les conséquences tellement graves qu'on va administrer le vaccin, même s'il peut s'avérer qu'il soit moins efficace. Et on pourrait vacciner nos voyageurs qui vont dans des séjours là, où l'accès aux soins de santé serait limité, par exemple, les gens qui auraient des comportements à risque. On pourrait les vacciner pour éviter qu'ils tombent malades si 5 ans séparent le dernier vaccin et leur voyage. On donne souvent le TD adsorbé, mais existe 2 autres vaccins avec une composante de la coqueluche, l'Adacel et le Boostrix. On va administrer ces vaccins-là lorsqu'un adulte sait pertinemment qu'il n'a jamais eu de vaccin avec une composante de la coqueluche, ou chez la femme enceinte aussi, là, à chaque grossesse, on va donner le Boostrix. Alors, on ne vaccine plus systématiquement aux 10 ans comme on l'a fait pendant des décennies. Là. Comme les gens pensent encore. Ils pensent encore, absolument. Donc, en résumé, il faut inviter vos patients de 50 ans et plus à mettre à jour leur statut vaccinal pour qu'ils évitent de tomber malades, d'être hospitalisés, d'avoir des complications ou de mourir. On a parlé avec le tétanos. Maladies sérieuses et évitables, il faut s'en préoccuper, il faut les prévenir, il faut faire la promotion et là-dessus, votre rôle est super important. Oui, alors la dernière partie, support aux vaccinateurs. Chers ATP, j'espère que rendu ici dans la présentation, vous avez compris que votre rôle est essentiel pour maintenir vivants nos services de vaccination en pharmacie et vous êtes très précieux pour nous. Comme infirmière, là, moi, vaccinée, c'est à peu près 75% de ma tâche. Alors, votre soutien est important pour moi à chaque étape. Et souvent, vous êtes les premières personnes en contact avec nos patients. Donc, en parlant de mes services, vous m'aidez à garnir mon agenda. Puis moi, je peux faire ma job de promoteur de la vaccination d'une meilleure façon. Alors, Mélissa, tu conviens que les tâches de nos ATP, elles sont variées et nombreuses? Oui, certainement. Les tâches de l'ATP qui sont reliées au service de vaccination, on parle de répondre aux questions des patients, que ce soit par téléphone, en personne, la prise de rendez-vous, référer aussi aux bons professionnels pour les conseils, commander les vaccins, créer l'ordonnance et justement, là, on en parle, mais cibler les candidats à la vaccination, informer du coût des vaccins puis remettre les dépliants. Pour semer une petite graine dans la tête des gens. Oui. Et pour moi, en plus de garder mon agenda et d'accueillir mes patients lors du rendez-vous, vous ouvrez les dossiers. Donc, moi, j'ai besoin numéro d'assurance maladie, savoir si mon patient a des assurances, des allergies aussi. Vous assurez la gestion efficace des vaccins du moment de leur réception jusqu'à leur administration pour le maintien de la chaîne de froid. Un bris de chaîne de froid, ça peut donner chaud. On en a vécu un pas plus tard qu'en début de semaine passée, dernière. Donc, ça arrive malheureusement en immunisation. Vous pouvez faire la facturation pour mes vaccins. Rappelez les patients à la veille des rendez-vous. Nous, chez nous, on utilise Clic Santé, donc cette étape-là, on n'a pas besoin de la faire. Mais, par exemple, un patient qui ne se présenterait pas à un rendez-vous, si l'infirmière n'a pas le temps de la faire, vous pourrez rappeler, voir si le patient est intéressé à ce qu'on le reprenne. En vaccination de masse aussi, vous allez pouvoir m'aider à préparer les seringues, moyennant une petite supervision au début, mais je pense qu'on peut se faire confiance puis travailler en équipe.
faire la collecte de données, la recherche de consentement. Ça dépend toujours de l'infirmière avec qui vous travaillez. Là. Moi, de mon côté, je préfère m'occuper de ce volet-là, mais on a tous notre façon de faire. Ouais. Puis on en a parlé tantôt, hein? Éventuellement, oui, pouvoir administrer aussi. Tu as raison. Puis là, vous êtes aussi mes yeux, mes oreilles quand je suis en consultation, quand on est en vaccination de masse aux 10 minutes. Mon patient qui vient de sortir puis qui fait son temps d'attente, commence à devenir vert, il a chaud ou il vomit, les pattes dans les airs, mais c'est important de me le dire, parce que moi, je suis pas là. Donc, vous êtes mes yeux, mes oreilles. Donc, c'est tout dire comment vous êtes importante pour nous autres. Alors, on est rendu à notre dernière partie du jeu, le quiz Brasse Neurones. À quoi devez-vous penser? En fait, l'objectif ici, là, c'est de vous faire réfléchir dans le plaisir. On est un petit groupe, répondez à voix haute, n'hésitez pas, on est en famille. Donc, Mélissa, je te laisse ouvrir le bal avec le premier cas clinique. Alors, on a Roger qui se présente avec une nouvelle prescription pour un inhalateur, qui est le Seabury, parce qu'il y a eu un nouveau diagnostic de MPOC. Donc, à quoi devez-vous penser? S'il est vacciné pour? Pneumocoque. Oui. Exact. Super. Ensuite, autre chose? Exactement, mise à jour du statut vaccinal, parce qu'on ne sait pas il y a quel âge. Fait qu'on va valider, en fonction de son âge, tous les vaccins qui sont nécessaires dans son cas. Monsieur est MPOC, vous rappelez-vous du facteur de multiplication pour le risque de faire une pneumonie, de compliquer? 7 7 fois. 7 fois. 7 fois. 7 fois plus de risque d'avoir une infection à pneumocoque quand on est MPOC. C'est quand même important. Donc, vaccination contre le pneumocoque, c'est important. Puis la mise à jour du statut vaccinal, évidemment. Oui. Lucille, elle est inquiète. Elle souhaite une crème parce qu'elle a une démangeaison inhabituelle dans le dos. Elle ne sait pas trop, ça chauffe. Elle trouve ça un petit peu tannant depuis 2 jours. Vous la référez au pharmacien pour un conseil. Il lui prescrit un antiviral à débuter maintenant parce que, selon son évaluation, elle fait un zona. Alors, à quoi on doit penser? Mais là, dans le fond, mettre à jour son statut vaccinal, c'est bon, mais là, c'est sûr qu'elle a un zona là. Est-ce qu'on peut la vacciner? Il faut attendre? Il faut attendre 1 an. C'est bon. C'est bon. Fait qu'on peut se mettre une note dans nos systèmes informatiques, hein, maintenant. On peut tout le faire. Fait qu'en date d'aujourd'hui, on va aller chercher 1 an plus tard. On va se mettre une note de dire qu'il faudrait parler du vaccin contre le zona à cette patiente-là. Oui? 1 an après le diagnostic. Oui. Oui. 3e cas. Oui. Alors, Vicky se présente au comptoir des ordonnances pour demander du Gravol. Elle a dans ses mains un tube de crème solaire ainsi qu'une boîte d'Imodium. J'ai l'impression qu'elle s'en va quelque part. Quoi on pense? Qu'elle s'en va dans le sud? Est-ce qu'on pourrait y offrir un service? Hépatite? Oui, c'est très bon. Santé voyage? Oui. C'est parfait. Un rendez-vous pour une consultation santé-voyage, puis effectivement, le tétanos pourrait peut-être être à refaire de son côté. Puis dans le fond, tu sais, quand il y a des consultations santé-voyage, oui, on va mettre à jour le statut vaccinal de base et les vaccins pour les différentes destinations. Hein. C'est pas juste ces vaccins spécifiques au voyage, fait qu'on va en profiter pour tout mettre à jour. Vous recevez un fax, une nouvelle ordonnance pour Pierre. Vous l'appelez pour lui signifier que son médecin vient de lui prescrire le vaccin Shingrix en injection intramusculaire, selon un calendrier 2 doses, 0-6 mois. À quoi vous devez penser? Là, Pierre, on pourrait peut-être se poser la question d'abord, il a quel âge? Pour recevoir une ordonnance pour un vaccin contre le zona, il a quel âge? Si je vous dis qu'il a 55 ans, est-ce qu'on peut penser à autre chose? Exact. Parce que ce qu'on voit souvent dans notre pratique, c'est que le vaccin qui est le plus prescrit souvent, c'est le Shingrix. Les autres vaccins sont un peu tombés dans l'oubli. Alors, lorsqu'on voit une ordonnance pour un Shingrix, notre rôle comme professionnel, c'est de penser effectivement au trio. Mais là, on se rend compte que Pierre, il a 45 ans, il se fait prescrire le Shingrix. Est-ce que vous pensez que c'est correct? Est-ce qu'il y a une erreur ou que c'est possible de donner un vaccin à Pierre?
Exactement. Alors, ça va dépendre de sa condition de santé. Alors, il faut être éveillé à ça aussi, se dire, mais peut-être que Pierre est immunosupprimé, donc il pourrait bénéficier aussi des autres vaccins, comme le Prévenir 13 contre la pneumonie, parce que le Prévenir 13 va être PQI, donc gratuit chez les patients qui sont immunosupprimés ou aspléniques. Oui. Alors, voilà. William achète une boîte de pansement et vous demande où se trouve le polysporin. Il vous informe avoir été griffé par son chat ce matin. À quoi devez-vous penser? Tétanos. Le tétanos. Super. Oui, exactement. Mais là, il s'est fait mordre ce matin, mais là, finalement, non, c'est pas vrai. Je me suis fait mordre il y a 1 semaine et demie. Est-ce qu'on le donne quand même? Est-ce qu'on le vaccine? Oui, on va le vacciner quand même. Bonne réponse. Fait. Marguerite, elle est curieuse. Marguerite, elle passe du temps dans la pharmacie, puis elle aime bien ça, regarder tout ce qui se passe, puis elle se rend compte qu'il y a une nouvelle infirmière sur place dans la pharmacie. Puis elle vous demande, c'est quoi les services? Qu'est-ce que ça fait une infirmière dans une pharmacie? À quoi devez-vous penser? La vaccination. Exactement. C'était pas un piège, là. C'est vraiment important d'en parler. Donc, la vaccination sans ordonnance, parce que souvent les gens ne le savent pas. Donc, on va offrir la mise à jour du statut vaccinal à Marguerite. Alors voilà, ça en fait des exemples concrets Oui. de cas où on peut parler d'immunisation avec nos patients. Oui. Fait que tous ensemble, on peut favoriser la couverture vaccinale de nos patients en faisant la promotion de la vaccination sans ordonnance, comme tu viens de le dire, faire de nos séances de vaccination une réussite en collaborant en équipe. Donc, c'est des petits gestes simples qui permettent un beau rayonnement parce que quand toute une équipe s'engage et s'implique, on obtient des résultats. Oui, puis pour s'impliquer, il faut être informé. Lorsqu'on sait de quoi on parle, on a plus le goût de s'engager, on est plus motivé. Donc, on vous invite à suivre des formations et à consulter des sources fiables. Posez-nous des questions, les vaccinateurs, on va vous répondre. Assistez à des conférences sur l'immunisation et parlez aux représentants aussi pour les vaccins. Donc, ils vont pouvoir vous renseigner, vous donner du matériel pour faire la promotion. Les sites web, on en a mis quelques-uns, dont l'Agence de santé publique du Canada, le site québec.ca, l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec et Immunisation Canada, évidemment. Pour moi, c'est une petite mine d'or. Vous pouvez y aller pour votre information personnelle, mais aussi pour référer vos patients. Alors, c'est déjà ce qui complète notre présentation. Vous êtes nos alliés de tous les moments. La vaccination en pharmacie est certainement le plus beau cadeau que l'on peut offrir à notre communauté, puisqu'en offrant la mise à jour du statut vaccinal à nos patients, on leur permet de préserver une qualité de vie en évitant qu'ils tombent malades. Et la santé, là, c'est précieux au bonheur et qui ne veut pas être heureux? En effet, tout à fait. Puis le succès de notre service, évidemment, nécessite votre pleine contribution pour la promotion du service, comme on l'a mentionné, et l'implication dans chaque étape en support aux vaccinateurs. Alors, soyons de fiers promoteurs, Mélissa. Contribuons tous ensemble au succès de nos cliniques. Vous pouvez nous écrire à caps.prn@gmail.com si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci tout le monde d'avoir été là pour votre soutien au quotidien. Merci, Mélissa, pour cette belle présentation. On vous souhaite une belle fin de congrès. Belle soirée. Vous pouvez prendre un verre ce soir. On peut vous le prescrire si vous voulez. Merci. Merci. Capsule PRN, la balado à prendre au besoin.